Dites à votre chef d'éviter de m'envoyer des gens pour venir me chercher, à me débaucher. Je ne suis pas débauchable. Ah bon? Ah oui, je ne suis, et il le sait, qui il a envoyé, il n'y a même pas 2 semaines ici. Et évitez de m'envoyer les gens, M. Tshisekedi. Je n'ai pas envie. Et ça, je le dis devant le micro. Un de ces ministres m'a appelé au téléphone. Il faut qu'il m'envoie. Parce que le chef a besoin de... Quel chef? Et vous, les talibans, à qui s'il donne 10 $, 20 $, vous achetez des mégas pour m'insulter. Je m'appelle José Makila Soumanda. Moi, Nangbaka. Vous me voyez? Vous ne me verrez jamais chez vous. Et demain, s'il y a dialogue, vous pouvez travailler avec Tshisekedi par la suite? Non. Le dialogue, les Congolais doivent éviter à ce que le dialogue soit toujours là pour distribuer les postes, pour se partager les postes. Ça, ce n'est pas un bon dialogue. Le vrai dialogue, c'est aller pour le Congo, discuter pour le Congo. Quel est l'avenir du Congo demain? Et si c'est pour le partage du pouvoir, je n'irai pas. Mais si c'est pour discuter comment on va aller aux élections, j'irai. Mais si c'est pour partager tel ira... Parce qu'après le partage du pouvoir, c'est quoi? C'est le débauchage. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Et les gens ne doivent pas dire, oui, Makila n'a pas de position. Non. Vous devez savoir, Makila a été d'abord l'opposant de Kabila. Il a été avec Kabila après le dialogue. Je ne suis pas allé chercher Kabila la nuit. Non. Kabila, on s'est retrouvés autour du dialogue. J'ai décidé, après le dialogue, de travailler avec Kabila. C'est ma conviction personnelle. Et après le dialogue, vous pouvez travailler avec Félix Tshisekedi aussi. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert l'homme. J'ai découvert sa sensibilité politique en ce qui concerne la nation. Et je me suis dit qu'on était trompé pendant tous ces temps parce qu'il y a eu trop de mensonges propagandistes sur Kabila. Messieurs de l'IDPS, messieurs Kabouya, messieurs je ne sais pas qui, vous dites que vous êtes très populaire. Vous n'avez jamais, alors jamais de toute la création de l'IDPS arrivé à placer le premier de l'IDPS à la magistrature suprême. Vous qui réclamez toujours, vous avez la masse, vous avez la population. En 2018-19, ces élections-là, vous savez quelle a été la place de votre président actuel. Il est là par la magnanimité de M. Kabila, et vous le savez. En 2023, vous êtes allé aux élections. Vous qui glorifiez tout le temps, vous avez la rue, vous avez la masse avec vous. Zéro, il a fallu tricher avec la machine à voter. Pardon. Pardon, c'est... Honorable député Mouya Ayeko Fumula Machine. Moi aussi, je prends aussi la vidéo. Vous êtes en train de vous faire justice. Azo Bundawa a Fongoli Machine, Bazomisa la justice, pas honorable de l'Union. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, tout le monde a yambo Kanabat ou Kadimba. La bureau de vote. Ok. Il a fallu placer Kadima là-bas pour faire la parodie d'élection. Impossible d'être élu par le souverain primaire. Ça, l'UDPS. Dites-moi, quelle popularité vous avez? Si Kabila ne vous avait pas donné le pouvoir, vous ne serez jamais président. Si vous n'avez pas triché en 2023, vous ne serez jamais président. Quelqu'un qui est sûr de lui, je prends mon exemple, moi Makila, je descends aujourd'hui chez moi dans ma circonscription électorale. Même si je n'ai pas un rond, je serai élu. Et depuis 2006, on a commencé les élections. Je n'ai jamais eu une accusation au niveau de la Cour constitutionnelle en disant que Makila a triché et c'est mon siège. Jamais. Je n'ai jamais été appelé pour me justifier de ma victoire. Jamais. C'est ça un élu. Êtes-vous sûr que le vôtre là, qui est aujourd'hui à la tête du pays, a été élu? À quel moment? En quelle année? Par qui? La réponse, vous me donnerez ça dans des injures comme vous êtes habitué. Normalement, la Constitution ne prévoit pas la coalition. La Constitution prévoit la cohabitation. Et pour ne pas mettre mal à l'aise le nouveau président, écoute, nous nous sommes dit, écoutez, mettons-nous ensemble, laissons un peu la Constitution de côté, allons dans la coalition
Et c'est ce deal-là de gouvernance. Rien que de gouvernance. Mais certains disent que Kabila avait pris Tshisekedi et l'a remis le pouvoir. Maintenant, vous parlez d'autre chose. Là, il ne faut pas parler du FCC Cash. Ça, c'était un deal entre M. Kabila, le président sortant, et le président entrant. Okay. Les termes de ce deal, moi, je connais. Je connais le terme de papier, parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Mais je ne le dirai pas ici. Pourquoi les Congolais veulent savoir? Les Congolais veulent savoir. Si Tshisekedi a prêté serment pour dire toute la vérité au Congo, il n'a qu'à commencer à le dire. Nous lui donnons encore un temps qu'il le dise. Ah bon? Parce que moi, je ne dirai pas aux Congolais sans ce papier-là. Je veux lire un jour ce papier-là devant les Congolais. Et c'est vous qui gardez cette copie-là? Non, c'est pas moi. Je demanderai à la personne qui garde la copie c'est qui la personne? De me donner. Non, je ne le cite pas. Parce que si je cite la personne, on va lui envoyer des drones. Je ne cite pas la personne. J'aimerais lire ces documents-là et montrer la signature. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas leurs engagements, qui ne respectent pas leur signature. Et ça, pour un nombre d'États, c'est très dangereux. C'est même plus dangereux qu'une bombe atomique. Ne pas respecter sa signature. Voilà. Mais le deal FCC Cash, c'était un deal de gouvernance. Un gouvernement qui se met sur pied. Oui. Un seul objectif, organiser les élections. Le timing, 2 ans. 2 ans. On nomme M. Tshibala, issu de l'IDPS. On organise les élections. Vous connaissez le résultat. On ne va pas revenir dessus. Et ça, ce n'était pas Kabila. Les 2 ans n'étaient pas fixés par Kabila. L'argent était cherché et par l'opposition qui était dans le gouvernement et par la majorité. Alors pourquoi on va comparer ça? Par contre, là, nous savons qu'il y a la guerre. Et c'est pourquoi nous avons demandé à aller au dialogue. Et ce dialogue-là, on appelle ça un dialogue inclusif, y compris ceux-là qui font la guerre. Ceux-là qui font la guerre, qui viennent autour du table, qu'on se mette d'accord pour arrêter avec la guerre, reprendre l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire et organiser les élections. Pourquoi lui refuse ce dialogue? Pourquoi? Tout dialogue. Pourquoi selon vous? Pourquoi il refuse? Il se retrouve confortable comme il a le Katanga, où on lui pompe l'argent des minéraux. Ils sont fous du reste. Mais écoutez, si aujourd'hui, demain, le Katanga tombe, vous allez voir comment il va pleurer, il va fuir, il va revenir vite pour le dialogue. Non, c'est quelqu'un qui n'a aucun souci de l'État. Lui, son problème, c'est sa poche et ses proches. Point, à la ligne. Alors, il programme le glissement parce que ça l'arrange, lui, rester comme ça, et que ceux qui ont occupé l'Est du pays occupent là-bas. Lui aussi, il garde sa partie avec le Katanga. Donc, et ça continue comme ça. Et nous n'allons pas lui laisser ce plaisir-là. Vous ne pouvez pas venir prendre ce pays en otage comme si votre papa avait fait un champ de maïs ou un champ de café et dit, écoutez, ça c'est le champ que j'ai acheté chez les Batékais. Et c'est... Non, vous n'avez pas ce droit-là et vous devez arrêter avec cette aventure. Ces matières stratégiques ne nous appartiennent pas. Je suis désolé. Bien sûr, c'est pour nous. C'est pour nos enfants surtout et nos petits-enfants, ceux qui vont venir après. Non, nous ne laisserons pas Tshisekedi faire ça. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a aucune transparence dans ce qu'il a fait avec les États-Unis. Aucune transparence. Et je vous mets à défi. Voilà. Le problème des Occidentaux avec Kabila, c'est le code minier. C'est le code minier. Et Kabila a voulu protéger les intérêts congolais. Voilà, c'est lui qui brade les intérêts congolais, qui pense qu'il peut changer la constitution parce que l'étranger lui a demandé. Qui pense qu'il peut faire ceci parce qu'il est en train de nourrir l'étranger. Voilà, entre Kabila et celui-là, qui est congolais, qui ne l'est pas. Vous savez, il faut se méfier de peuples qui ne bougent pas. Il faut vraiment se méfier. C'est une bombe dormante, le peuple que vous voyez. Hier, on disait l'opposition a pété. Vous-même, vous avez vu. Rien que par 2 actions seulement. Ville morte et sit-in. Le sit-in, ce n'est même pas la marche. Vous avez vu comment ils ont été bousculés. Il faut faire très attention. Il ne faut pas sous-estimer. Vous savez, je prends toujours l'exemple de Hollande, l'ancien secrétaire
du Parti Socialiste, le premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque. Je suivais son interview. Qu'est-ce qu'il disait? Il ne faut jamais surestimer un adversaire politique, ni le sous-estimer. Il faut le prendre comme tel. Je sais que le camp du pouvoir nous sous-estime, mais ils sont en train de commettre une grosse erreur. Ils seront surpris par ce peuple-là, que eux considèrent dormant, qu'ils sont avec ce peuple. Ils seront surpris. Je tiens d'abord à saluer le courage et à féliciter les leaders de C64 et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ils ont posé un acte de bravoure, si bien qu'ils sont blessés, pratiquement tous les leaders. Exactement. Ils se connaissent. Et principalement mon ami Delis Sessanga qui est sur le lit de l'hôpital. J'ai parlé avec lui. Je suis de cœur avec tout le monde. Que ce soit Jean-Marc Kabundu, tout le monde. Fayoulou, Ndombasi, tous. Je suis de cœur avec eux. Mais vous savez, ce que nos amis font, nous avions appuyé par un communiqué. Et pas plus tard, avant même le sit-in, le président honoraire a fait un communiqué qu'il a signé. C'est une première fois que le président honoraire signe un communiqué de lui-même, appelant le peuple à ne pas résister quand il y a une manifestation, à y aller, à appuyer toute action qui veut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. N'est-ce pas que c'est un appui d'un ancien président qui est l'autorité morale de souvent la RDC? Quelle lecture faites-vous de l'attitude de la communauté internationale aujourd'hui face à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Ça sera au peuple congolais de juger. Ouais. Qui réellement défend les intérêts des Congolais et qui ne les défend pas, qui défend les intérêts des étrangers. C'est là le problème. Parce que les États, ce n'est pas la beauté des cœurs, c'est les intérêts d'abord. Kabila, comme il défendait les intérêts des Congolais, il ne pouvait qu'être mal vu par d'autres États. L'autre qui vient satisfaire les États étrangers, mais ils deviennent ses amis. C'est clair. Mais c'est quand même des graves accusations, ça. Mais non, je dis la vérité, Parce que le deal qu'a M. Trump aujourd'hui avec Tshisekedi, vous pensez qu'à l'époque de Kabila, Trump peut avoir ça? Est-ce que Trump n'était pas là quand Kabila était là? Vous pensez que Kabila n'avait pas eu ce genre de demande et qu'il n'avait pas cédé pour préserver les intérêts du Congo? C'est ça aussi que les Congolais doivent comprendre. Comment ça se fait que un Belge dit non, c'est parce qu'il est fermé, on n'arrive pas à l'avoir au téléphone et l'autre il est ouvert. Non, c'est parce que nos intérêts il a bloqué au profit des nationaux. Mais l'autre, non, il nous a laissé exploiter comme nous voulons, il nous laisse faire ce que nous voulons, et il est ouvert. C'est ça l'explication. Il ne faut pas aller trop loin. À ce moment-là, où se trouve l'intérêt du peuple congolais? C'est l'intérêt personnel du chef pour garder son pouvoir. Et où se trouve l'intérêt du peuple congolais? Mais ils disent autre chose, hein. Ils disent c'est pour ramener la paix. Non, attendez. Quand Kabila a lutté contre le M23, cette communauté internationale était inexistante. Elle était là. Pourquoi Kabila ne s'est pas agenouillé devant cette communauté internationale pour vous dire dehors le M23? Non, le problème, c'est les intérêts, c'est tout. Et je vous ai dit, le problème de la communauté internationale avec Kabila, ce n'était pas qu'il va violer. Si Kabila avait dit, OK, je retire le code minier, ils auraient dit à Kabila, allez, restez. C'est ce que Kabila n'avait pas voulu. Je vous dis sincèrement, je le dis devant caméra. Si Kabila, parce que les pressions qu'il avait reçues de la communauté internationale, s'il avait dit, allez, faisons un deal, je retire le code minier, il serait aujourd'hui président. Il resterait président. Mais il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Il dit non, je préfère partir. Mais ça, c'est le droit congolais. Les Congolais doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier, nous sommes à 16 milliards, nous sommes à 10 milliards. Mais les Congolais, posez-leur la question. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'exporte rien. D'où viennent ces 16 milliards? Mais c'est le fruit de codes miniers.
La manne des codes miniers que Kabila avait tout porté sur son dos et qui reste jusqu'aujourd'hui. J'ai été la première personnalité, parmi les premiers, à rencontrer M. Hammer. Qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, je vais vous le... C'est vraiment inédit. Hein. Ouais. M. Hammer arrive, il prend langue avec le ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Sékou Toundou. Oui. Ça n'a pas marché entre les deux. Il trouve une personnalité très connue, un sécurocrate, que je ne citerai pas le nom. Et le sécurocrate organise un dîner où Hammer devait rencontrer les membres du gouvernement, ainsi de suite. Je suis invité. Je crois que je suis invité parce que je faisais aussi l'intérim du Premier ministre. J'arrive, je trouve la table dressée, tout ça, Hammer était déjà là. Il avait déjà donné ses conditions. Sa place était là et la chaise qui suivait, c'était la chaise de Sékou Toundou. Il dit, il ne veut pas que Sékou Toundou reste à ses côtés. Au moins, le vice-premier ministre Makila, mais pas Sékou Toundou. Hammer, il dit ça. Et heureusement, ce jour-là, Ché n'est pas venu. J'étais le seul vice-premier ministre, représentant du gouvernement, avec un ou deux collègues, les sécurocrates, ainsi de suite. Et on a parlé longuement. J'ai dit à Hammer ceci. Quand le dîner est fini, il fallait prendre la parole. J'ai pris la parole au nom du gouvernement. J'ai dit à Hammer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu au Congo, une très bonne chose. Vous êtes venu au moment où il y a l'alternance qui s'est faite. Je vous demande d'encourager ce qui vient de se faire au Congo. Ne venez pas foutre le bordel dans ce qui s'est passé. C'était ça le terme. Hein. Parce que si vous faites ça, tous les autres présidents africains vont se braquer et il n'y aura plus d'alternance en Afrique. Prenez cet exemple, encouragez cela, encouragez le jeune président d'être bien avec son prédécesseur. C'est l'Afrique qui va en bénéficier. C'est le pays qui va en bénéficier. J'ai dit ça à Hammer. Et le témoin est là. Il est vivant, il est quelque part. Et quelle était sa réaction? Oui, comme diplomate, il a entendu, mais il n'avait pas fait une réaction. Il avait dit, oui, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, je suis content de notre dîner, je suis content. Un langage diplomatique. Mais après, dans les actes, j'ai vu le contraire. C'est comme si j'ai été informé que passe ce message à Hammer parce qu'il est venu pour une mission. Effectivement, Hammer a trompé le nouveau président. Il l'a amené même aux États-Unis pour une mission officielle. Or, il l'a amené sur le cimetière de son papa. Voilà comment on nous ridiculise nos chefs, nos présidents du pays. Il l'amène sur le cimetière pour aller vénérer le cimetière de son papa. Et il a foutu le pays vraiment dans le trou. Et il est parti. Est-ce que M. Hammer est encore là avec nous? Il n'est pas là. Depuis que M. Hammer a été ambassadeur, le président Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds à la Maison-Blanche. Jamais. Il était venu simplement pour faire du désordre et partir. Voilà, le malheur du Congo vient de là. Et là encore, M. Tshisekedi vient voir un président qui est désavoué chez lui, qui est traité chez lui d'un psychopathe, que les gens aux États-Unis doutent même sur sa capacité de diriger, aller signer un deal avec ce monsieur sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo. Voilà comment on vend son pays. Voilà. Et ça, vous allez le considérer d'un nationaliste, d'un dirigeant responsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est malheureux pour les générations futures. Mais ce que Félix vient de faire, il doit savoir que nous, ce deal-là, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il partira en 2028 et nous allons défaire ce qu'il a fait. Rassurez-vous que d'ici là, Inch'Allah, Dieu fera de sorte que nous puissions vous libérer et vous libérer démocratiquement. Les déclarations de José Makila traduisent les sentiments d'une partie de l'opposition qui considère que le pays traverse une période particulièrement difficile. Son intervention repose principalement sur la défense de la Constitution et sur la nécessité, selon lui, de respecter les engagements pris devant le peuple. Même si ces critiques sont sévères, elle rejoint les préoccupations de nombreux Congolais concernant la gouvernance,
la situation sécuritaire et les conditions de vie de la population. À travers son discours, José Makila cherche également à démontrer que la C64 ne serait pas un instrument au service d'un individu, mais une initiative portée par plusieurs acteurs préoccupés par l'avenir institutionnel du pays. À travers cette sortie médiatique, José Makila confirme l'engagement du FCC, de l'ATD et de la plateforme Sauvons la RDC aux côtés de l'opposition. Pour lui, la priorité reste la défense de la Constitution et la mise en place d'une alternative politique capable de répondre aux attentes de la population. Reste désormais à savoir si ce discours trouvera un écho grandissant au sein de la population ou si le pouvoir parviendra à convaincre les Congolais du bien fondé de son action. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des déclarations de José Makila Soumanda.